Écoutez, si vous êtes là, c'est sans doute que votre cerveau ne vous laisse pas tranquille. Peut-être qu'il est 3 heures du matin et que vous repensez encore à ce truc embarrassant qui s'est passé il y a des années. Ou peut-être qu'il est midi et que vous êtes paralysé par toutes les choses qui pourraient mal tourner. Je comprends. On va parler de ce qui se passe vraiment dans votre tête, mais pas avec les clichés habituels. Je ne vais pas vous dire de respirer profondément ou de tenir un journal de gratitude. On va creuser plus profond que ça. On va explorer pourquoi votre cerveau fait ce qu'il fait et surtout, pourquoi c'est beaucoup plus normal que vous ne le pensez. D'abord, il faut comprendre une chose. Votre cerveau anxieux fonctionne parfaitement bien. En fait, il fonctionne même trop bien. Il fait exactement ce pourquoi l'évolution l'a programmé. Détecter les dangers et vous garder en vie. Le problème, c'est qu'il utilise un logiciel vieux de 100 000 ans dans un monde moderne. Imaginez essayer de naviguer sur Internet avec une carte routière de l'époque romaine. C'est ce que fait votre cerveau tous les jours. Il y a des milliers d'années, les humains qui survivaient étaient ceux qui s'inquiétaient constamment. Celui qui entendait un bruissement dans les buissons et se disait « c'est probablement rien », finissait manger. Celui qui paniquait et courait à chaque bruit suspect, lui, survivait pour transmettre ses gènes anxieux. Vous descendez de générations et de générations de survivants anxieux. L'anxiété est littéralement inscrite dans votre ADN. Maintenant, votre cerveau applique cette même vigilance extrême à des situations modernes. Un message pas répondu devient une menace d'abandon tribal. Un regard bizarre devient un danger social mortel. Une erreur au travail active les mêmes circuits neuronaux qu'une attaque de prédateur. C'est épuisant, je sais, mais comprenez bien, votre cerveau essaie de vous protéger. Il le fait maladroitement, excessivement, mais l'intention est là. C'est comme avoir un garde du corps surprotecteur qui voit des assassins partout. Agaçant. Oui, mais il veut vraiment votre bien. Voici quelque chose qu'on ne vous dit jamais. Votre cerveau est accro à ses pensées négatives. Je ne parle pas métaphoriquement. Je parle de vraie dépendance neurochimique. Chaque fois que vous confirmez une peur, je savais que ça allait mal se passer. Votre cerveau vous récompense. Il libère un petit shot de dopamine, la même substance libérée par les drogues. Vous obtenez une satisfaction perverse d'avoir raison, même si avoir raison vous rend malheureux. C'est comme ça que l'addiction commence. Votre cerveau apprend que s'inquiéter égale récompense potentielle. Alors il s'inquiète de plus en plus, cherchant sa prochaine dose de « j'avais raison de m'inquiéter ». Après des années de ce pattern, votre cerveau a littéralement restructuré ses connexions pour faciliter l'anxiété. Les chemins vers les pensées négatives sont devenus des autoroutes, pendant que les chemins vers la paix sont devenus des sentiers abandonnés. Quand vous essayez d'arrêter de penser négativement, votre cerveau panique. Comme n'importe quel junkie privé de sa drogue, il intensifie les symptômes. Les pensées intrusives deviennent plus fortes. L'anxiété monte. Votre cerveau crie « danger ». Il faut s'inquiéter. Quelque chose de terrible va arriver si on ne s'inquiète pas. Ce n'est pas de la faiblesse de votre part, c'est de la biologie pure. Votre cerveau s'est habitué à fonctionner avec un certain niveau de stress. Et maintenant, il ne sait plus fonctionner sans. Cette empathie dont vous êtes si fier, c'est peut-être de l'anxiété déguisée. Je sais, ça fait mal à entendre. Mais cette capacité que vous avez de ressentir ce que tout le monde ressent, de toujours savoir qui va mal, d'anticiper les besoins de chacun, ce n'est peut-être pas le super-pouvoir que vous pensez. Souvent, c'est de l'hypervigilance traumatique. À un moment dans votre vie, probablement très tôt, vous avez appris que votre sécurité dépendait de votre capacité à lire l'humeur des autres. Peut-être aviez-vous un parent imprévisible. Peut-être étiez-vous le médiateur familial. Peut-être que détecter les tensions était crucial pour votre survie émotionnelle. Maintenant, vous scannez constamment votre environnement. Chaque micro-expression est analysée. Chaque changement de ton est interprété. Chaque silence est décodé. Vous pensez que vous êtes empathique, mais en réalité, vous êtes en état d'alerte permanent. La vraie empathie est calme. Elle peut voir la souffrance sans paniquer. Elle peut être présente sans tout absorber. Mais votre version, elle vous épuise. Vous portez les émotions de tout le monde comme si c'était votre responsabilité de réparer le monde entier. Et le pire, les gens vous encouragent. Waouh, vous êtes tellement sensible. Vous comprenez toujours tout. Ils ne réalisent pas qu'ils félicitent votre système d'alarme dysfonctionnel. On va être direct. Votre perfectionnisme n'a rien à voir avec l'excellence. C'est de la peur pure qui a mis un costume chic. Réfléchissez-y. Si vous ne finissez jamais vraiment quelque chose, personne ne peut vraiment le juger. Si c'est toujours en cours d'amélioration, vous n'avez jamais à faire face au verdict final. Votre cerveau a trouvé le hack ultime.
l'échec permanent déguisé en standards élevés. Vous passez des heures sur des détails que personne ne remarquera. Vous refaites 10 fois un travail déjà correct. Vous attendez le moment parfait qui n'arrive jamais. Pendant ce temps, la vie passe, et vous restez dans les coulisses, polissant éternellement un spectacle que vous ne présenterez jamais. Le plus ironique, les perfectionnistes ne réussissent pas mieux que les autres. Ils ne sont pas plus appréciés, pas mieux payés, pas plus heureux. Ils sont juste plus stressés et plus lents. Votre perfectionnisme ne vous protège pas de l'échec. Il vous garantit de ne jamais vraiment réussir. On ne va pas faire dans la psychologie de comptoir, mais il faut qu'on parle de ça. Vos parents, ou qui que ce soit qui vous a élevé, ils ont probablement fait de leur mieux. Le problème, c'est que leur mieux incluait leur propre traumatisme, leur peur, leurs limites. Votre mère qui vérifiait tout 3 fois et vous faisait peur avec tous les dangers du monde, elle pensait vous protéger. En réalité, elle vous a transmis son anxiété. Votre père qui n'était jamais satisfait, qui poussait toujours à faire mieux. Il pensait vous motiver. En réalité, il vous a appris que vous n'étiez jamais assez bien. Ils vous ont donné leur névrose emballée avec un ruban fait avec amour. Et maintenant, leurs voix sont devenues votre dialogue intérieur. Quand vous vous critiquez, c'est souvent leur voix que vous entendez. Quand vous avez peur, c'est souvent leur peur que vous ressentez. Le plus dur, reconnaître ça sans tomber dans le piège du blâme total ou du pardon forcé. Ils étaient humains, limités, et ils ont transmis ce qu'ils avaient. Maintenant, c'est à vous de faire le tri entre ce qui vous sert et ce qui vous détruit. Tout le monde vous dit de méditer, mais pour beaucoup de cerveaux anxieux, s'asseoir en silence avec ses pensées, c'est comme enfermer un claustrophobe dans un placard. La méditation traditionnelle a été créée dans des contextes très particuliers, des monastères, des ashrams, des lieux où la vie était déjà calme et structurée. Pas pour quelqu'un qui jongle avec le travail, les relations, les factures et l'anxiété moderne. Quand vous fermez les yeux pour observer vos pensées, votre cerveau anxieux comprend « Ok, on fait l'inventaire complet de tous les dangers possibles. » Et c'est parti pour le festival d'anxiété. Au lieu de vous calmer, la méditation devient une séance de torture mentale. Si la méditation assise ne fonctionne pas pour vous, ce n'est pas parce que vous êtes nul. C'est parce que votre cerveau a besoin d'autre chose. Peut-être du mouvement, peut-être de la création, peut-être de l'action. Il existe 1000 façons de calmer un esprit, et rester assis en lotus n'en est qu'une parmi d'autres. Celle-là va faire mal. Espérer que ça aille mieux sans rien faire, c'est comme attendre qu'une plante pousse sans jamais l'arroser. L'espoir passif vous maintient dans l'illusion que quelque chose va changer par magie. Votre cerveau adore l'espoir passif, parce que ça lui permet de ne rien faire tout en se sentant vertueux. Je ne suis pas résigné, j'ai espoir. Mais pendant ce temps, rien ne change. Les jours passent, les années passent, et vous êtes toujours au même endroit, juste plus vieux et plus amer. L'action, même minuscule, même imparfaite, vaut mieux que le plus bel espoir. Un petit pas maladroit vous mènera plus loin que 1000 rêves magnifiques. Voici une info qui change tout. Votre cerveau se reconstruit constamment. De nouvelles connexions se forment, d'autres meurent. Le vous de ce matin est littéralement différent du vous de ce soir. Alors pourquoi vous accrochez-vous à cette identité fixe? Je suis anxieux. Je suis comme ça. Je ne peux pas changer. Ce sont des histoires, pas des faits biologiques. Vous n'êtes pas sculpté dans le marbre. Vous êtes de l'eau qui prend la forme du contenant qu'elle choisit. Oui, les vieux patterns sont tenaces. Ils sont comme des sentiers dans une forêt. Plus on les emprunte, plus ils deviennent visibles. Mais de nouveaux sentiers peuvent être créés. Il faut juste de la répétition, de la patience, et accepter que les premiers pas dans les broussailles sont difficiles. Ces pensées vraiment bizarres que vous avez, tout le monde les a. On doit parler de ces pensées dont vous n'osez parler à personne. L'envie soudaine de pousser quelqu'un, l'image mentale de jeter votre téléphone par la fenêtre, la pensée de dire quelque chose de complètement inapproprié en public. Devinez quoi? C'est normal, complètement, universellement normal. Votre cerveau génère constamment des scénarios hypothétiques, y compris les plus absurdes. C'est sa façon de tester les limites, de vérifier que vous avez le contrôle. Ces pensées ne font pas de vous un monstre. Le fait qu'elles vous choquent prouve justement que vous n'êtes pas ces pensées. Un vrai psychopathe ne serait pas horrifié par ces pensées violentes. Le problème arrive quand vous prenez ces pensées au sérieux. Plus vous luttez contre elles, plus elles deviennent fortes. Votre cerveau se dit « Si on panique autant, cette pensée doit être super importante. » Alors il la ramène, encore et encore. La solution? Les traiter comme du bruit de fond. Tiens, mon cerveau imagine des trucs bizarres. Bon,
Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Cette fatigue écrasante que vous ressentez, ce n'est pas de la paresse, c'est de l'épuisement décisionnel. Votre cerveau anxieux transforme chaque micro-décision en analyse complexe. Quel vêtement porter? Analyse de toutes les implications sociales. Répondre maintenant ou plus tard. Calcul complexe des perceptions potentielles. Chaque choix devient une dissertation mentale. À midi, vous avez déjà pris le nombre de décisions que la plupart des gens prennent en une semaine. Pas étonnant que vous soyez épuisé. Votre cerveau a couru un marathon pendant que les autres faisaient une promenade. La procrastination n'est pas de la paresse. C'est votre cerveau qui essaie de vous protéger de quelque chose. Le rejet, l'échec, le succès. Oui, le succès fait peur aussi. La visibilité, le jugement. Le problème, c'est que cette protection crée exactement ce qu'elle essaie d'éviter. En évitant le risque d'échec, vous garantissez l'échec. En évitant le jugement, vous vous jugez constamment. C'est comme refuser de sortir de peur de la pluie et passer sa vie enfermé en se plaignant de ne jamais voir le soleil. Pourquoi suis-je comme ça? Cette question peut devenir une prison. Vous pouvez passer 10 ans à analyser les causes sans jamais rien changer. C'est confortable de chercher pourquoi. C'est inconfortable d'agir malgré l'incertitude. Parfois, vous n'avez pas besoin de comprendre pourquoi vous avez peur de l'eau pour apprendre à nager. L'action transforme même sans compréhension complète. Vos pensées négatives ne disparaîtront jamais complètement. C'est impossible. C'est comme espérer ne plus jamais avoir faim ou sommeil. Ces pensées font partie du package humain. Mais, et c'est le plus important, vous n'avez pas besoin qu'elles disparaissent pour bien vivre. C'est la différence entre avoir un passager bruyant et lui donner le volant. Les pensées peuvent faire du bruit à l'arrière, mais c'est vous qui conduisez. La vraie liberté ne vient pas quand les pensées négatives disparaissent. Elle vient quand leur présence ne vous empêche plus d'avancer. Quand vous pouvez dire « Ah tiens, revoilà l'anxiété. Salut l'anxiété. Bon, qu'est-ce que j'étais en train de faire ?» Vos pensées négatives ne sont pas l'ennemi. Elles sont un système d'alarme trop sensible, un enfant effrayé, un garde du corps trop zélé. L'intention est la protection, même si l'exécution est catastrophique. Alors, au lieu de faire la guerre à vos pensées, apprenez à cohabiter. Elles peuvent crier, paniquer, s'agiter. Pendant ce temps, vous continuez à vivre, à aimer, à créer, à avancer. Pas malgré elles, avec elles. Comme on vit avec la gravité, on ne peut pas l'éliminer, mais on apprend à marcher quand même. C'est ça, la vraie sagesse. Accepter que votre cerveau fera toujours ce qu'il fait, et choisir de vivre pleinement quand même. Pas dans un futur hypothétique où vous serez guéri, mais maintenant, avec tout ce bordel mental, dans toute cette belle complexité humaine. Parce qu'au final, une vie sans pensée négative ne serait pas une vie humaine. Ce serait autre chose. Et vous, vous êtes magnifiquement, chaotiquement, anxieusement humain. Et c'est très bien comme ça. Vos relations répètent les mêmes schémas parce que vous choisissez inconsciemment le familier. Regardez vos dernières relations amoureuses ou amicales. Il y a de fortes chances qu'elles se ressemblent étrangement. Pas physiquement, mais émotionnellement. Le partenaire distant qui vous rappelle ce parent émotionnellement absent. L'ami exigeant qui ressemble à cette figure d'autorité de votre enfance. Le collègue manipulateur qui réactive ses vieilles blessures. Votre cerveau choisit le familier, même quand le familier fait mal. Pourquoi? Parce que le connu, même douloureux, semble plus sûr que l'inconnu. C'est comme rester dans une maison délabrée parce qu'au moins, vous connaissez où sont les trous dans le plancher. Quand quelqu'un vous traite trop bien, ça déclenche une alarme. Votre cerveau ne reconnaît pas ce pattern. Il cherche le piège, attend la chute, provoque même parfois le rejet pour revenir en terrain connu. Vous sabotez les relations saines parce qu'elles ne correspondent pas à votre programmation interne. Le plus frustrant? Les gens vous disent « Vous attirez toujours les mêmes personnes toxiques ». Non, vous rencontrez probablement plein de gens différents. Mais votre cerveau ne s'attache qu'à ceux qui correspondent à ces patterns connus. Les autres, les sains, les équilibrés, ils vous paraissent ennuyeux, pas votre type, il manque quelque chose. Ce quelque chose qui manque, c'est le chaos familier, l'intensité dysfonctionnelle, le drame qui vous fait sentir vivant parce que c'est la seule forme d'intensité émotionnelle que vous connaissez. Le syndrome de l'imposteur est en fait votre cerveau qui essaie de vous garder invisible. Ce sentiment constant d'être une fraude, cette peur qu'on découvre que vous ne savez pas ce que vous faites, ce n'est pas de la modestie. C'est une stratégie de survie primitive. Dans la nature, être remarqué peut signifier être mangé. Se démarquer du groupe peut signifier l'exclusion. Votre cerveau primitif associe la visibilité au danger. Alors il vous convainc que vous n'êtes pas légitime,
que vous ne méritez pas votre succès, que vous êtes une fraude sur le point d'être découverte. Chaque compliment est rejeté. Chaque succès est minimisé. Chaque échec est amplifié. Votre cerveau réécrit l'histoire pour maintenir cette narrative. Vous n'êtes pas assez bien pour être là où vous êtes. C'est sa façon tordue de vous protéger de la déception future ou du rejet potentiel. Le plus ironique, les vrais incompétents n'ont pas le syndrome de l'imposteur. Ils sont parfaitement confiants dans leur incompétence. C'est l'effet Dunning-Kruger. Moins on en sait, plus on est sûr de soi. Si vous doutez de vous, c'est probablement que vous êtes plus compétent que vous ne le pensez. Cette tendance à idéaliser le passé, à revivre les bons moments, à vous perdre dans les souvenirs. Ce n'est pas de la sentimentalité, c'est souvent une façon d'éviter le présent. Votre cerveau préfère la douleur douce amère de la nostalgie à l'incertitude du moment présent. Au moins, le passé est fixe, connu, sûr. Il ne peut plus vous surprendre ou vous décevoir. Alors vous y retournez, encore et encore, comme on gratte une croûte qui ne guérit jamais. Mais voici le piège. La nostalgie ment. Votre cerveau réécrit le passé, efface les mauvais moments, amplifie les bons. Cette relation que vous regrettez, vous oubliez pourquoi elle s'est terminée. Ce job que vous idéalisez, vous oubliez pourquoi vous êtes parti. Cette époque que vous regrettez, elle n'a jamais existé comme vous vous en souvenez. Pendant que vous vivez dans ce passé fantasmé, le présent passe. Les opportunités actuelles sont ignorées. Les relations présentes sont négligées. Vous vivez comme un fantôme, physiquement là, mais mentalement ailleurs. Votre cerveau préfère la colère à la tristesse. Pourquoi? Parce que la colère donne l'illusion du pouvoir. La tristesse, elle, nous confronte à notre impuissance. Quand vous êtes en colère, vous avez l'impression de faire quelque chose. Il y a de l'énergie, du mouvement, une cible. La tristesse, elle, est passive. Elle demande d'accepter la perte, l'impuissance, la vulnérabilité. Et ça, votre cerveau déteste. Alors il transforme la tristesse en colère. Ce parent qui vous a déçu? Plus facile d'être furieux que de pleurer l'amour que vous n'avez pas reçu. Ce partenaire qui est parti? Plus simple de le détester que d'admettre qu'il vous manque. Cette opportunité ratée? Plus confortable de blâmer les autres que d'accepter votre part de responsabilité. Mais la colère non traitée devient du poison. Elle vous ronge de l'intérieur, détruit vos relations, vous maintient dans le passé. La vraie guérison commence quand vous osez pleurer ce qui a été perdu, sans transformer la tristesse en rage. Cette obsession d'être toujours occupé, toujours productif, toujours en train de faire quelque chose, ce n'est pas de l'ambition. C'est souvent de la terreur existentielle déguisée. Si vous arrêtez de bouger, vous devrez faire face au vide, au silence, aux questions sans réponse. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je veux? Ma vie a-t-elle un sens? Alors vous restez occupé. Vous remplissez chaque moment. Vous fuyez dans l'action. Votre valeur devient liée à votre production. Un jour sans accomplissement est un jour gâché. Un moment de repos est de la paresse. Vous devenez une machine humaine, valorisée uniquement pour ce qu'elle produit, pas pour ce qu'elle est. Mais cette course perpétuelle vous épuise. Vous perdez le contact avec vous-même. Vous ne savez plus ce que vous voulez vraiment, juste ce que vous devez faire ensuite. Vous devenez étranger à votre propre vie, spectateur hyperactif de votre propre existence. Les réseaux sociaux ont hacké votre système de récompense. Chaque notification est une microdose de validation. Chaque like est un shot de dopamine. Votre cerveau est devenu accro à ces petites récompenses intermittentes, exactement comme une machine à sous. Le plus vicieux? Les récompenses sont imprévisibles. Parfois vous avez beaucoup de likes, parfois peu. Cette intermittence rend l'addiction plus forte que si la récompense était constante. Votre cerveau continue à chercher, à poster, à vérifier, espérant le prochain hit. Pendant ce temps, votre capacité d'attention s'effondre. Votre tolérance à l'ennui disparaît. Votre besoin de stimulation constante augmente. Vous ne pouvez plus manger sans regarder quelque chose, attendre sans scroller, être seul sans distraction. Mais le pire effet est plus subtil. Vous commencez à vivre votre vie pour la documenter plutôt que pour la vivre. Chaque moment devient une opportunité de contenu. Chaque expérience est évaluée selon son potentiel de publication. Vous devenez le conservateur de votre propre vie plutôt que de la vivre. Cette peur constante de manquer d'argent, même quand vous en avez assez, ce n'est pas vraiment l'argent qui vous inquiète. L'argent est juste le symbole de quelque chose de plus profond. La sécurité, le contrôle, la valeur personnelle. Pour certains, l'argent représente la sécurité émotionnelle qu'ils n'ont jamais eue.
Pour d'autres, c'est la validation qu'ils cherchent. Pour d'autres encore, c'est le contrôle sur un monde chaotique. Votre relation à l'argent révèle vos blessures les plus profondes. Vous pouvez avoir des millions et toujours angoissé, ou vivre avec peu et être serein. Ce n'est pas le montant sur le compte qui détermine l'anxiété, c'est ce que ce montant représente dans votre psyché. Cette anxiété vous pousse souvent à des comportements contradictoires. Vous économisez obsessivement puis dépensez impulsivement. Vous travaillez pour la sécurité financière, mais sabotez vos opportunités. Vous voulez l'indépendance financière, mais vous avez peur de la responsabilité qui vient avec. Cette fierté d'être multitâche, c'est un mensonge que vous vous racontez. Le cerveau humain ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. Il switch rapidement entre les tâches et chaque switch a un coût. Ce coût s'appelle le switching penalty. À chaque changement de tâche, votre cerveau doit se réorienter, recharger le contexte, refocaliser. C'est épuisant et inefficace. Vous mettez plus de temps à faire deux choses en multitâche que si vous les faisiez séquentiellement. Mais le pire, c'est l'effet à long terme. Le multitâche chronique réduit la densité de matière grise dans les zones du cerveau responsables de l'attention, du contrôle émotionnel et de l'empathie. Vous devenez littéralement moins capable de vous concentrer, plus anxieux, moins connecté aux autres. Cette illusion de productivité cache une réalité. Vous faites beaucoup de choses mal plutôt qu'une chose bien. Vous êtes occupé mais pas efficace. Vous bougez beaucoup mais n'avancez pas vraiment. Cette voix dans votre tête qui vous critique constamment. Écoutez attentivement son ton, ses mots, ses patterns. Il y a de fortes chances qu'elle ressemble étrangement à quelqu'un de votre passé. Un parent critique, un professeur humiliant, un premier amour cruel. Quelqu'un, à un moment formateur de votre vie, vous a parlé d'une certaine façon et vous avez internalisé cette voix. Maintenant, vous continuez leur travail. Vous êtes devenu votre propre bourreau, utilisant leurs armes. Le plus tragique, cette personne a probablement oublié depuis longtemps ce qu'elle vous a dit. Elle vit sa vie, inconsciente du fait qu'elle continue à vous torturer à travers votre propre voix intérieure. Vous portez leur jugement comme un tatouage invisible. Reconnaître que cette voix n'est pas la vôtre est le premier pas vers la liberté. Vous pouvez la remercier pour son service et lui dire qu'elle peut partir maintenant. Vous n'avez plus besoin de cette protection dysfonctionnelle. Le burn-out, ce n'est pas simplement être très fatigué. C'est un effondrement systémique où votre système nerveux dit stop. C'est votre corps qui fait grève parce que vous avez ignoré tous ces signaux d'alarme. Avant le burn-out complet, il y a des mois, parfois des années de signaux ignorés. La fatigue qui ne part pas avec le repos, l'irritabilité constante, le cynisme croissant, la perte de sens, l'insomnie malgré l'épuisement, les maladies à répétition. Votre corps crie, mais vous mettez le volume plus fort sur la productivité. Le plus dangereux avec le burn-out, c'est qu'on ne s'en remet pas en quelques semaines de vacances. Le système nerveux met des mois, parfois des années, à se recalibrer. Et souvent, vous ne pouvez plus jamais fonctionner au même niveau qu'avant, sans retomber. C'est votre corps qui vous force à apprendre une leçon que vous refusiez d'entendre. Vous n'êtes pas une machine. Vous avez des limites. Et ces limites ne sont pas des faiblesses. Ce sont des mécanismes de survie. La comparaison est une forme d'auto-torture que vous choisissez. Vous comparez votre intérieur chaotique à l'extérieur policé des autres. Vous comparez votre chapitre 3 à leur chapitre 20. Vous comparez votre vraie vie à leur vie Instagram. C'est une bataille perdue d'avance. La comparaison vous vole votre joie présente. Vous pourriez être heureux de votre progrès, mais non. Quelqu'un va mieux. Vous pourriez être fier de votre accomplissement, mais non. Quelqu'un a fait plus. Vous transformez chaque victoire en défaite par la magie de la comparaison. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Les gens à qui vous vous comparez se comparent à d'autres. C'est une chaîne infinie de misère, où personne n'est jamais assez. Même ceux que vous enviez sont rongés par l'envie de quelqu'un d'autre. La seule comparaison utile est avec vous-même d'hier. Êtes-vous un peu plus sage, un peu plus gentil, un peu plus courageux? C'est la seule métrique qui compte. Tout le monde parle d'être authentique, mais la vraie authenticité est terrifiante. Pourquoi? Parce que si vous êtes vraiment vous-même et qu'on vous rejette, c'est vous qui êtes rejeté, pas un masque. C'est plus facile d'être rejeté en portant un masque. Vous pouvez vous dire, ils n'ont pas rejeté le vrai moi. Mais si vous êtes authentique et qu'on ne vous aime pas, c'est votre essence même qui est rejetée. C'est une douleur existentielle profonde. Alors vous créez des versions de vous-même. Le vous professionnel, le vous social, le vous familial, chaque version légèrement différente, adaptée à ce que vous pensez qu'on attend. Vous devenez un caméléon émotionnel, changeant selon l'environnement.
Mais cette stratégie a un coût énorme. Vous ne savez plus qui vous êtes vraiment. Vous avez joué tant de rôles que vous avez oublié l'acteur derrière. Et paradoxalement, personne ne vous connaît vraiment, donc personne ne peut vraiment vous aimer. Vous êtes entouré mais profondément seul. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez du courage. Ces vérités ne sont pas confortables. Elles grattent, elles dérangent. Elles forcent à regarder ce qu'on préfère ignorer. Mais voici la dernière vérité, la plus importante. Vous n'avez pas besoin d'être guéri pour vivre pleinement. Cette idée qu'il existe une version de vous sans anxiété, sans pensée négative, sans lutte, c'est un mythe toxique. Vous êtes déjà complet, avec tout votre chaos. Vos failles ne sont pas des erreurs à corriger, ce sont les lignes de votre histoire unique. Vos luttes ne sont pas des échecs, ce sont les preuves de votre humanité. La vraie question n'est pas « comment éliminer mes problèmes ?» mais « comment danser avec eux ?» Comment vivre une vie riche et pleine tout en acceptant que l'anxiété fera partie du voyage? Comment aimer malgré la peur? Comment créer malgré le doute? Comment avancer malgré l'incertitude? C'est ça, le vrai courage. Pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. Pas l'absence de pensées négatives, mais la vie malgré leur présence. Alors respirez, acceptez le chaos et continuez à avancer, un pas bancal à la fois, dans cette magnifique catastrophe qu'est la vie humaine. Écoutez, on arrive au moment où je dois être vraiment honnête avec vous. Après toutes ces vérités difficiles, vous vous demandez probablement « Ok, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça ?» La première chose que je veux vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin de tout réparer. Cette idée qu'il faut travailler sur soi constamment, comme si vous étiez un projet de rénovation perpétuelle, c'est épuisant. Parfois, la meilleure chose à faire, c'est simplement d'accepter que vous êtes un magnifique bordel humain. Et c'est ok. Je vais vous raconter quelque chose. Les gens qui semblent avoir tout compris, ils sont aussi perdus que vous. Ils ont juste appris à naviguer dans leur chaos plutôt que de prétendre qu'il n'existe pas. La différence entre quelqu'un qui va bien et quelqu'un qui lutte, ce n'est pas l'absence de problème. C'est la relation qu'ils ont avec leurs problèmes. Pensez-y comme ça, vous allez vivre avec votre cerveau pour le reste de votre vie. C'est votre colocataire permanent. Vous pouvez passer votre vie à vous battre avec lui, ou vous pouvez apprendre à cohabiter. Parfois, il fait trop de bruit à 3 heures du matin. Parfois, il laisse traîner des pensées négatives partout. Mais c'est votre colocataire, et il essaie de vous protéger à sa façon maladroite. Vous savez ce qui m'a vraiment aidé à comprendre? L'action n'a pas besoin d'attendre que la peur disparaisse. C'est une révélation qui change tout. Pendant des années, on attend le bon moment. Le moment où on se sentira prêt, confiant, sans peur. Mais ce moment n'arrive jamais. La vérité, c'est que le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est trembler de peur et faire le truc quand même. C'est avoir l'estomac noué et dire oui à l'opportunité. C'est douter de chaque mot et appuyer quand même sur envoyer. Je ne parle pas de se jeter du haut d'une falaise métaphorique, je parle de petits actes de courage quotidiens. Envoyez ce message que vous réécrivez depuis 3 jours. Dire non à quelque chose que vous ne voulez pas vraiment faire. Demandez de l'aide quand vous en avez besoin. Chaque petit acte de courage, même microscopique, reprogramme légèrement votre cerveau. Il apprend « Oh, on a survécu à ça. Intéressant. » Et progressivement, très progressivement, la fenêtre de ce qui est possible s'élargit. Il y a une différence énorme entre choisir d'être seul et se retrouver seul. L'un est nourrissant, l'autre est destructeur. Mais notre société ne fait pas la distinction. Elle vous dit que si vous êtes seul un samedi soir, c'est que quelque chose ne va pas chez vous. Apprendre à apprécier sa propre compagnie, c'est un super pouvoir. Pas dans le sens « je n'ai besoin de personne ». Ça, c'est de l'isolement défensif. Mais dans le sens « je peux être avec moi-même sans paniquer ». Commencez petit. Un café seul, sans téléphone. Une promenade sans podcast. Un repas sans écran. Au début, c'est inconfortable. Votre cerveau va crier qu'il s'ennuie, qu'il faut de la stimulation. Mais si vous persistez, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à vous entendre penser. Pas les pensées anxieuses habituelles, mais vos vraies pensées, celles qui sont noyées dans le bruit constant. Voici une idée radicale. Et si vous n'étiez pas cassé? Et si cette obsession de vous réparer était en fait le problème? On vit dans une culture qui nous dit constamment qu'on n'est pas assez. Pas assez productif, pas assez heureux, pas assez zen, pas assez quelque chose. Mais peut-être que votre anxiété n'est pas un bug à corriger. Peut-être que c'est une partie de votre système d'exploitation. Certains ordinateurs sont optimisés pour la vitesse, d'autres pour la créativité, d'autres pour la sécurité.
Votre cerveau est peut-être optimisé pour la détection de nuances que d'autres ne voient pas. Je ne dis pas de célébrer vos souffrances ou de ne rien faire pour aller mieux. Je dis juste, et si au lieu de vous voir comme un projet de réparation constant, vous vous voyez comme un être complet qui apprend à naviguer dans le monde avec ses spécificités. Vous savez pourquoi vous retombez toujours sur le même type de personnes problématiques? Ce n'est pas de la malchance. C'est que votre cerveau reconnaît quelque chose de familier et confond familier avec sûr. La solution n'est pas de chercher l'opposé total. Ça, c'est passer d'un extrême à l'autre. La solution, c'est de remarquer quand votre corps vous envoie des signaux. Cette sensation dans le ventre quand quelqu'un dépasse vos limites, mais que vous souriez quand même. Cette petite voix qui dit « quelque chose cloche », mais que vous ignorez parce que la personne est charmante. Votre corps sait. Il a toujours su, mais vous avez appris à ne pas l'écouter, à privilégier la politesse, l'harmonie, ce que les autres pensent. Réapprendre à écouter ces signaux, c'est réapprendre à vous faire confiance. Certaines personnes vous vident. Après les avoir vues, vous êtes épuisé, même si vous n'avez rien fait. D'autres vous énergisent. Après les avoir vues, vous vous sentez capable de conquérir le monde. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la physiologie. Certaines interactions activent votre système nerveux sympathique, stress. D'autres activent le parasympathique, détente. Votre corps ne ment pas. Si vous êtes systématiquement épuisé après avoir vu quelqu'un, ce n'est pas parce que vous êtes trop sensible. C'est parce que cette relation est toxique pour votre système nerveux. La solution n'est pas toujours de couper les ponts. Parfois c'est impossible. Mais vous pouvez limiter l'exposition. Vous pouvez créer des rituels de récupération après. Vous pouvez arrêter de vous sentir coupable de protéger votre énergie. Votre cerveau anxieux est un cerveau créatif qui s'ennuie. Toute cette énergie mentale qui part dans les spirales d'anxiété, c'est de la créativité mal dirigée. Votre cerveau est capable d'imaginer 1000 catastrophes. Il est aussi capable d'imaginer 1000 possibilités créatives. Donnez-lui quelque chose à créer, n'importe quoi. Pas besoin d'être artiste. Cuisiner un plat sans recette, réarranger les meubles, écrire une histoire stupide, dessiner avec votre main non dominante. L'important n'est pas le résultat, c'est de donner à votre cerveau créatif un terrain de jeu qui n'est pas votre anxiété. Le passé n'existe plus. Le futur n'existe pas encore. La seule réalité, c'est maintenant. Je sais, ça sonne cliché, mais restez avec moi. Votre anxiété vit soit dans le passé, regret, rumination, soit dans le futur, inquiétude, scénario catastrophe. Elle ne peut pas survivre dans le présent pur. Pas besoin de méditation compliquée. Juste, plusieurs fois par jour, revenez à vos sens, littéralement. Qu'est-ce que vous voyez maintenant? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous sentez physiquement? C'est un reset mental instantané, sur le fait d'accepter d'être ordinaire. Cette pression d'être extraordinaire, unique, spécial, c'est épuisant. Et si c'était ok d'être ordinaire? D'avoir une vie normale? De ne pas changer le monde? De juste exister simplement humainement? La plupart des gens qui ont vécu des vies heureuses n'ont pas laissé de traces dans l'histoire. Ils ont aimé, ils ont ri, ils ont pleuré, ils ont vécu, puis ils sont partis. Et c'était suffisant. C'était même magnifique dans sa simplicité. Vous n'avez pas besoin d'être le héros de votre propre film. Vous pouvez être un personnage secondaire sympa dans votre propre vie, et c'est parfaitement valide. Si vous m'avez écouté jusqu'ici, je veux vous dire quelque chose d'important. Vous êtes plus courageux que vous ne le pensez. Le simple fait de continuer, jour après jour, avec tout ce bruit dans votre tête, c'est un acte de bravoure quotidien que la plupart ne comprennent pas. Vous n'avez pas besoin de grandes transformations. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Vous avez juste besoin de petits ajustements, de micro-changements, de légères redirections. Un degré de changement dans la trajectoire, sur la durée, vous amène à un endroit complètement différent. Soyez patient avec vous-même. Soyez gentil avec vos luttes. Votre cerveau fait de son mieux avec les outils qu'il a. Votre anxiété essaie de vous protéger. Votre perfectionnisme essaie de vous rendre acceptable. Votre procrastination essaie de vous garder en sécurité. Tout ça part d'une intention positive, même si l'exécution est catastrophique. La vie n'est pas un problème à résoudre. C'est une expérience à vivre. Avec tout son chaos, sa beauté, sa douleur, sa joie. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas en avance. Vous êtes exactement où vous devez être, en train d'apprendre exactement ce que vous devez apprendre. Et rappelez-vous, même les philosophes stoïciens
Les plus sages avaient leurs mauvais jours. Marc Aurèle écrivait ses méditations pas parce qu'il avait tout compris, mais parce qu'il luttait, comme vous, comme moi, comme nous tous. Alors respirez, continuez. Un jour à la fois, 1 heure à la fois, parfois 1 minute à la fois, c'est suffisant. Vous êtes suffisant, même avec tout ce bordel magnifique dans votre tête.